Bonjour, bonjour à tous. La rade de Lorient où se trouvent ces 10 super bateaux, des monocoques pour la Transat Le Point Europe 1 cible qui reliera Lorient à Saint-Pierre-et-Miquelon et retour. Vous voyez ici le travail de l'un des équipiers qui se trouve sur le Côte d'Or, skippé par Éric Tabarly. C'est l'un des grands super favoris de cette Transat Lorient-Saint-Pierre-et-Miquelon et retour. Pas très loin de ce bateau Côte d'Or, le bateau Marlborough qui lui est skippé par Pierre Fellman et qui a aussi toutes ses chances de revenir vainqueur après ce grand périple. À bâbord, si je puis dire, Monsieur Le Drian qui est le maire de cette ville de Lorient et à tribord, Monsieur Penn qui lui est le maire de Saint-Pierre-et-Miquelon. Tous les séparent, très exactement, je me suis un peu renseigné, 2200 000 marins, ce qui fait à peu près 4500 km. Alors, on est sur le bateau qui a d'ailleurs été équipé par votre ville de Lorient et Cofitel, je crois, puisque tous les bateaux sont sponsorisés. Qu'apporte une opération comme la Transat à une ville comme Lorient? Vous voyez, Noël Mamère, Lorient est une ville jeune et une ville sportive, vous pouvez vous en rendre compte aujourd'hui. Et Lorient a voulu répondre à 3 défis. Le premier, c'est d'organiser une transat avec Le Point, une transat de monocoque, ce qui est une nouveauté et c'est un pari que nous sommes en train de gagner. Le deuxième, c'est de faire en sorte que toute l'année 87, nous soyons un peu la capitale de la voile, car nous aurons 4 grandes manifestations nautiques. Et puis le troisième, c'est de montrer que nous pouvons devenir une ville où il est agréable de passer des vacances, où il est agréable de faire du sport, où il est agréable de faire de la voile. C'est ce que vous m'en démontrez aux Français et puis aussi aux Européens, car nous aurons la course de l'Europe au mois d'août. Alors vous, Monsieur Penn, vous êtes ici, il fait très beau, il y a beaucoup de soleil, alors que dans la majeure partie de la France, on sait qu'il ne fait pas très beau. Mais à Saint-Pierre-et-Miquelon, je crois qu'il y a des icebergs qui bouchent l'entrée du port pour le moment. Boucher l'entrée du port, vous exagérez peut-être un peu, mais enfin, c'est vrai qu'il y en a qui se promènent. Mais je pense que les marins sont suffisamment expérimentés pour les éviter. Est-ce qu'à votre avis, ce sera une course difficile? Ah, alors là, il vaut mieux demander ça à Éric Tabarly et aux autres skippers. Mais je crois qu'effectivement, l'Atlantique Nord, dans cette période de l'année, c'est certainement pas quand même une promenade... C'est tout relatif. Hein. Est-ce que dans le continent nord-américain, où se trouve l'île de Saint-Pierre-et-Miquelon, on suit avec autant d'intérêt la course transatlantique qu'on le fait en France? Écoutez, c'est une première expérience pour nous, puisque à part la TAG, c'était simplement un virement de bouée, nous n'avons jamais accueilli de transat, mais c'est surtout un moyen pour nous de faire connaître Saint-Pierre-et-Miquelon, parce que je ne suis pas très sûr que si on interrogeait tout le monde autour de nous, qu'un Français sur 10 sache exactement où se trouve mon territoire. Merci beaucoup, messieurs. C'était donc le premier titre de l'actualité. Je quitte mon micro et j'essaie de ne pas... Voilà, ça marche. C'était donc le premier titre de l'actualité, puisque l'événement sera sur Antenne 2 demain à 13 h pour le départ de cette transat qui sera donnée ici dimanche. Mais les autres titres de l'actualité, c'est la rencontre entre le président Reagan et M. Nakasone. C'est la déception. Le Premier ministre japonais quitte Washington sans avoir reçu les assurances qu'il attendait quant à la levée des mesures protectionnistes américaines. Autre événement sportif ce soir sur Antenne 2 à 20h25, la fête du rugby, puisque le Racing Club de France affrontera ce soir Toulon en finale du championnat de France. Toulon, je vous le rappelle, attend le bouclier de Brennus depuis 1931. Et puis aujourd'hui, samedi 2 mai, cela fait donc un jour de détention supplémentaire pour les diplomates français, Marcel Fontaine et Marcel Carton, pour notre confrère Jean-Paul Kaufmann et pour notre ami d'Antenne 2, Jean-Louis Normandin. Les otages français détenus au Liban ne sont donc toujours pas libérés. L'événement sportif, vous le vivrez donc aussi ce soir sur Antenne 2 en suivant la finale du championnat de France de rugby qui opposera le Racing Club de France à Toulon. Une grande fête qui pour une fois ne se passera pas simplement entre gens du Sud-Ouest. Toulon attend le bouclier de Brennus depuis 1931, quant au Racing Club de France depuis 1959. Vous imaginez donc le choc de ce soir. Dominique Leglou. Le Pape est blasé. Le Racing du showbiz est entré dans la finale. Mais hier, une rumeur folle courait sous les blazers. Le Racing ne pourrait pas utiliser ses 3 étrangers, Dawson, Godsper et Stéphane. La guerre des nerfs commençait. Je n'ai jamais rien entendu de pareil, ça me paraît stupide. Bon, ça ne caractérise pas du tout la mentalité de Toulon. Que le Racing joue avec les hommes avec lesquels il est habitué de jouer, c'est pas notre problème. Et nous ne porterons jamais réclamation sur un truc de ce genre. Nous avons beaucoup de sympathie pour Stéphane et pour les Roumains en général. Sans aucun doute une sympathie tout aussi égale pour les Australiens. Et après tout, nous avons nous aussi un Sud-Africain qui est un charmant garçon. Je ne vois pas pourquoi Dawson serait privé de finale. Sage Daniel Herrero, qui pourtant aimerait bien ramener ce bouclier de Brennus à Toulon. Un bouclier qui lui a échappé de peu en 85 face à Toulouse et que Toulon n'a plus gagné depuis 1931.
On dit des Toulonnais qu'ils sont plus physiques. Je crois surtout qu'ils savent jouer au rugby. Il suffit de revoir quelques extraits du dernier Racing Toulon en championnat pour s'en convaincre. Toulon, c'est aussi ça. L'attaque, le panache, l'amour du rugby léché. Des essais cousus main. Et comme au Racing, ils vivent la même passion. Qu'en plus, ils sont culottés. Regardez Ménel, par exemple. Ce match devrait nous valoir des bouquets d'essais. Un rugby champagne. Alors, messieurs, à vous de jouer. Donc ne manquez pas ce rendez-vous à 20h25 sur Antenne 2, finale du championnat de France de rugby. Mais le sport est encore à la fête sur notre chaîne, puisque cet après-midi à 14h55, dans le cadre des Jeux du Stade, vous pourrez assister à la finale du championnat de France de basket qui opposera Orthez à Limoges. Plus de peur que de mal pour Nelson Piquet au Grand Prix d'Imola en Italie. La commission médicale du circuit se réunira cet après-midi, très exactement à 16h, pour prendre la décision quant à la participation ou non de Piquet à ce Grand Prix de San-Marin. L'accident du Brésilien, vous l'avez peut-être vu, a été spectaculaire, mais déjà commence la polémique sur les pneumatiques. Lionel Chamoulot. Inutile de voir le visage de Prost pour comprendre qu'il fait les gros yeux. Son pneu arrière gauche vient d'exploser. Hier toujours, Nelson Piquet sort de route. Chez Williams, on prétend qu'un pneu a éclaté. La colère chez les pilotes et dans les écuries monte. En tout cas, Goodyear, le seul fournisseur de pneumatiques cette saison, n'entame pas la polémique et réagit vite. Dans la nuit, 400 nouveaux pneus arrivent d'Angleterre à Imola. Nous avons effectivement constaté hier qu'il pouvait y avoir quelques problèmes avec certains pneus. Nous avons trouvé la défaillance et devant le mécontentement, nous avons préféré changer tout le stock. Un avion spécial est affrété d'Angleterre. Ce matin, le calme est revenu, les esprits sont apaisés, Goodyear a trouvé la solution. Au plan de la compétition qui se poursuit, sachez que Nigel Mansell a réalisé tout à l'heure le meilleur temps de la deuxième séance d'essais libres devant Boutsen le Belge et Prost le Français. Le pape Jean-Paul II poursuit sa visite pastorale en Allemagne fédérale après avoir condamné le régime nazi et comparé l'avortement au crime de cette idéologie. Il a lancé ce matin un appel à la paix et au désarmement. Après s'être recueilli hier en fin d'après-midi à Münster sur la tombe de l'évêque Clemens August von Galen, Jean-Paul II a repris un de ses thèmes favoris devant la foule. Von Galen, a-t-il rappelé, était un opposant au régime nazi. Il avait condamné fermement pendant la guerre l'extermination des malades mentaux. C'était à l'époque un acte courageux. Il faut aujourd'hui, ajoutait Jean-Paul II, dénoncer avec la même force les crimes de guerre et l'avortement. Quelques instants auparavant, le pape, devant un public silencieux, évoquait le personnage d'Hitler, un dictateur qui violait la dignité et les droits de l'homme. Mais ce n'est que lorsque Jean-Paul II a longuement condamné l'avortement que la foule a applaudi. La France a célébré le 1er mai sans enthousiasme, mais à Pretoria, à Johannesburg, à Santiago et à Varsovie, la police est intervenue. À Varsovie, les incidents se sont produits devant l'église Saint-Stanislas où étaient venus les manifestants pour célébrer la mémoire du père Popieluszko. Patricia Coste. L'histoire se répète inlassablement en Pologne. Des dirigeants syndicalistes déjà arrêtés puis libérés ont été à nouveau interpellés hier. Parmi eux Zbigniew Bujak, ancien leader de Solidarité clandestine. Dans le quart de police avec lui, Janusz Oniskiewicz, porte-parole de Solidarité. Ailleurs dans d'autres villes, 200 personnes ont été elles aussi arrêtées. Les policiers avaient reçu des consignes strictes. 2 blessés à Varsovie, il s'agissait d'empêcher des passants voulant se rendre à tout prix à l'église. Car pour les Polonais, le 1er mai valait bien une messe, ce qui n'était apparemment pas l'opinion de la police du général Jaruzelski. Jeu du chat et de la souris, regardez cette scène. Les policiers s'approchent d'une femme pour l'arrêter, celle-ci s'assoit. Les policiers abandonneront. Les Polonais sont passés maîtres dans le jeu de la provocation non violente. Et comme il se doit, cette journée s'est terminée par des chants religieux, où l'image du Christ se mêlait aux banderoles de Solidarité. Conclusion de Lech Walesa, rien ne change en Pologne. La rencontre Reagan-Nakasone n'aura pas été un succès, c'est le moins qu'on puisse dire. Non seulement le Premier ministre japonais est reparti pour Tokyo
sans promesse de lever les sanctions économiques, mais encore, la Chambre des représentants vient d'approuver, cela s'est passé jeudi, un projet de loi d'orientation protectionniste. Nicolas Jacob. Accueil chaleureux, échange de larges sourires, mais rien n'y a fait. Ronald Reagan est resté ferme. Les États-Unis ne désarment pas. Contrairement à ce qu'espérait Yasuhiro Nakasone, Washington maintient les droits de douane de 100% sur certains matériels électroniques japonais, en représailles à ce que les Américains estiment être la braderie nippone des semi-conducteurs. La question sera à nouveau examinée à la mi-mai. C'est la seule concession qu'a pu obtenir M. Nakasone. Il faut dire que Ronald Reagan ne pouvait guère aller plus loin au moment où les représentants votaient un des textes les plus protectionnistes jamais adoptés. L'amendement Gephardt, du nom de son auteur, ici à la tribune, prévoit de sanctionner tout pays durablement excédentaire vis-à-vis des États-Unis en raison de pratiques déloyales. Mais les représentants se sont bien gardés de définir ces pratiques. Le Premier ministre japonais repart donc les mains vides. Un point d'accord toutefois, la nécessité d'enrayer la chute du dollar. Mais ironie, Wall Street a salué hier soir cette nouvelle par une nouvelle baisse du billet vert. Il s'appelait Benjamin Linder, il était coopérant américain, il a été tué au cours d'une opération armée anti-sandiniste. L'organisation qui avait parrainé la mission de Linder a pour sa part affirmé que l'ingénieur était sur une liste de personnes à exécuter, liste établie par les Contras, en raison de son volontariat en faveur du régime sandiniste. Vous vous doutez qu'aux États-Unis, cette affaire fait grand bruit. C'est le chef de la révolution sandiniste, le président Ortega lui-même, qui a tenu à porter en terre le corps de Benjamin Linder. Benjamin Linder, jeune ingénieur américain qui avait choisi par conviction politique de quitter San Francisco pour travailler bénévolement à la construction d'un barrage au Nicaragua. Enterrement très politique car le militant américain a été tué au cours d'une attaque lancée par les Contras, guérilleros anticommunistes financés par les services secrets américains. Voici les parents du jeune ingénieur américain. Aujourd'hui, une partie de la famille accuse carrément le gouvernement américain d'avoir tué Benjamin. Réaction embarrassée de la Maison-Blanche, qui avec ses condoléances rappelle que rien n'interdit aux citoyens américains de se rendre dans un État avec lequel Washington entretient des relations diplomatiques. Les antisandinistes n'ont pas encore donné leur version des faits, mais rappellent que les étrangers travaillant au Nicaragua sont des objectifs légitimes. 9 étrangers pro-sandinistes, dont 2 Français, sont déjà tombés sous les balles des maquisards antisandinistes. Je vous propose de rejoindre quelques instants les studios de l'avenue Montaigne à Paris pour écouter les pronostics du tiercé de Pierrette Brest. Pierrette, c'est à vous. Eh bien, on peut dire que ce long week-end du 1er mai n'a pas vraiment porté chance aux courses, puisqu'après le manque à gagner dû à la grève de certains bureaux de tabac vendredi dernier, voilà que dimanche, dans le prix de la Reine Marguerite, nous n'aurons droit qu'à un tout petit tiercé à Longchamp avec très peu de partants. Alors, est-ce que parce que brusquement le terrain s'est raffermi, les entraîneurs craignent de courir leur poulain, ou bien est-ce que tout simplement nous manquons de chevaux dans la catégorie de ces courses de style à handicap? Enfin bref, dimanche, il n'y aura que 13 concurrents pour nous faire vibrer dans le tiercé. Ça veut dire que l'énigme de ce pronostic ne sera peut-être pas bien difficile à trouver, mais cela veut dire aussi que les rapports de ce tiercé ne seront pas vraiment extraordinaires. C'est pas demain que nous deviendrons des millionnaires du tiercé. Enfin, vous le savez comme moi, tout peut toujours arriver aux courses et rien n'est gagné d'avance. Cela veut dire aussi que peut-être nous aurons un miracle avec une arrivée d'outsiders. Enfin, je n'y crois pas beaucoup parce que les favoris sont vraiment des valeurs sûres. Personnellement, dans le pronostic que je vous propose maintenant, j'ai choisi de faire un panachage des deux, en mettant en tête Barry Window, le numéro 12, suivi de Pluvalence, le numéro 8, Engulf, le numéro 3, Roi Normand, le numéro 2, Bois d'Anel, le numéro 4, Tongan, le numéro 6 et Rigby, le numéro 10. Alors je répète leur numéro, 12, 8, 3, 2, 4, 6 et 10. Merci Pierrette, une très bonne météo ici, beaucoup de soleil, un petit peu de vent, mais les marins ne s'en plaindront pas. Je crois savoir que dans quelques heures, on devrait subir des températures à la baisse. C'est ce que va nous confirmer sans doute de Paris, Alain Chauffour. On vous écoute. Absolument Noël, il fait très beau sur la Bretagne, il fait très beau sur une grande partie de la France, sauf la partie qui est sous les nuages. Un front qui arrive du nord-ouest, on va le voir sur la carte du temps prévue pour l'après-midi, qui a traversé tout le pays pendant la nuit et qui maintenant se stabilise et pour l'après-midi sur les régions Poitou-Charentes, sur les régions du centre, également qui effleure le bassin parisien qui est un petit peu plus bas, sur la Bourgogne et sur la Champagne-Ardenne. Ce front qui va glisser petit à petit en perdant de
de sa force vers l'est du pays, accompagné de quelques ondées orageuses. Partout ailleurs, je vous dis, c'est du très beau temps avec des températures qui ont remonté de quelques degrés. Attention à noter quand même ce soir un retour des nuages sur les côtes de la Manche avec des averses et puis un vent. Vous l'avez dit, Noël, il y a du vent sur la côte bretonne, des vents soufflant à 20 nœuds à peu près 40 km/h. Alors ce front, qui est le front froid secondaire, va s'avancer au cours de la nuit et pour demain, eh bien, c'est pas du beau temps. Regardez bien la carte du temps prévue pour demain. Ce front froid va apporter non seulement des nuages, mais aussi de la pluie, de la grêle, même localement, avec quand même quelques petites éclaircies. Il faut quand même bien se préserver, quelques petites éclaircies. Et ce temps donc va traverser pratiquement tout le nord-ouest du pays. À noter quand même que le front qu'il y avait aujourd'hui sur ces régions va demain descendre et se stabiliser sur les régions est du pays, sur les Alpes, sur l'Auvergne et sur le sud-ouest du pays. Il n'y aura juste que le bassin méditerranéen qui sera bien dégagé. Et cela à cause des vents Mistral et Tramontane qui reviennent en force, soufflant à partir de dimanche 60, 80, 90 km/h. Donc Mistral et Tramontane. À noter aussi le retour de la neige en basse altitude à partir de 1000 mètres sur les Alpes et sur les Pyrénées. C'est donc un dimanche très nuageux, pluvieux et même très froid. Enfin très froid, disons froid. Regardez les températures prévues pour aujourd'hui déjà. Ça commence à baisser très nettement. 11 degrés seulement cet après-midi à Cherbourg, 12 seulement à Brest. Un peu plus chaud vers l'est puisqu'il y a quand même toujours une couverture nuageuse. 16 degrés à Paris, 23 dans l'est aujourd'hui, 21 à Nancy. Et pour la partie sud, ça va beaucoup mieux, il fait beaucoup plus chaud. Nous irons de 17 degrés à Tours aujourd'hui jusqu'à des températures très agréables. 25 degrés à Agen, 25 degrés à Toulouse et 24 degrés, peut-être même plus aujourd'hui à Grenoble. Voilà, donc profitez bien encore de cette dernière journée de beau temps pour ce mois de mai. À vous Noël. Merci Alain, nous voilà donc revenus dans la rade de Lorient à la veille de ce grand départ pour la Transat des monocoques entre Lorient et Saint-Pierre-et-Miquelon. Et vous découvrez avec moi sur les images de Pierre Rossolin ce que l'on appelle ici le carré, c'est l'intérieur du Côte d'Or qui est skippé, qui est dirigé par Éric Tabarly. Combien avez-vous d'équipiers, Éric? Eh bien, nous sommes 17. 17, c'est le plus gros équipage de toute cette transat, je crois, avec le Marlboro qui est à côté, celui de Pierre Fellman, votre gros concurrent. Marlboro, ils doivent être à peu près le même nombre. Alors, quelles sont les différences, il doit y en avoir beaucoup, entre une navigation, une traversée aussi importante que celle-ci, puisque ça fait à peu près 4000 km, entre une traversée comme celle-ci avec un équipage et le solitaire? On ne doit pas vivre les mêmes émotions. Ah, pour moi, ce sont deux sports différents. Il n'y a plus de points communs, on peut plus les comparer. Moi, j'aime bien les deux, mais est-ce que vous vivez de plus grandes émotions lorsque vous êtes seul que lorsque vous les partagez avec toute une équipe? Oh, les émotions, vous savez. Oui. Non, finalement, on n'a pas vraiment d'émotions. Hein. C'est plus en mer, c'est plus souvent de la routine d'ailleurs. Hein. Le temps passe très vite et pourtant, au fond, les jours se ressemblent un peu. Quand même. Puis on est certainement accaparé par beaucoup de choses à faire tout le temps. Il y a toujours quelque chose à faire sur un bateau. Bah, surtout en solitaire, oui. Là, en équipage, justement, alors on a beaucoup plus de temps de libre. L'équipage marche par bordée. Et donc il y a toujours quelqu'un qui surveille le bateau. Ce sont des gens que vous avez formés qui sont avec vous? Je sais qu'il y a des Belges, un Australien, un Américain. Non, je ne les ai pas formés du tout. Non. Enfin, il y a quelques-uns qui ont déjà fait le tour du monde sur ce bateau avec moi l'année dernière. Et l'année dernière, vous étiez arrivé deuxième derrière le bateau de Pierre Fellman C'est ça. Avec lequel on va discuter tout à l'heure. Donc c'est une grande revanche que vous allez essayer de prendre là. Hein. C'est un peu une revanche, bien que ça n'en soit pas vraiment une, parce que le règlement de la course n'étant pas tout à fait le même, c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, vous y comptez beaucoup quand même sur la victoire, Eric. Ah ben j'espère bien. Toujours. On va essayer. Alors on reste dans ce coin qui est un coin très important lorsqu'on fait de la navigation, puisque c'est la table à cartes là où vous étiez assis. Une table d'ailleurs avec un cardan qui permet de pouvoir lire sa carte dans toutes les conditions, hein, c'est bien ça? C'est ça, on peut incliner la table et le siège qui sont solidaires, on les incline en fonction de la gîte. Alors juste derrière vous, il y a aussi un grand marin qui a déjà fait des transats, lui aussi. C'est Denis Glitzmann. Et alors Denis, il appartient à une famille de marins. Il a été formé dans le même esprit que vous, Eric. Et c'est le navigateur, vous êtes le navigateur de ce bateau. Alors un navigateur dans une compétition comme celle-ci, puisque compétition il y a, ça doit avoir un rôle extrêmement important.
Oui, ce sont des grands bateaux très techniques. Et on sait précisément comment il faut les faire marcher. Donc on essaye de les amener au bon endroit au bon moment et de s'assurer que le rendement à bord est toujours le meilleur. Alors vous êtes en face d'un tableau qui a l'air tout à fait compliqué. Est-ce qu'il faut s'y connaître beaucoup en informatique maintenant pour être un bon navigateur? Moi je prêche le contraire, c'est-à-dire je sais utiliser un ordinateur qui est le Macintosh, qui est en fait c'est l'ordinateur qui connaît un peu les hommes, quoi. C'est facile d'utiliser ces machines-là. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on peut leur demander. Et il y a des gens très compétents qui vous aident ensuite à faire les outils nécessaires. Et là donc on utilise soit un programme spécifique de telex et de routage météo pour faire toutes les simulations de route à bord, soit des utilitaires de calcul avec ce qu'on appelle des tableurs qui nous permettent de décider des meilleurs virements de bord. Ça ne remplace pas ni le sens marin ni l'intuition, ça permet de vérifier en faisant des opérations très rapides ce qu'on pense en fait. Je crois savoir que Jean-Yves Terlin peut rentrer en liaison avec vous. Vous voulez qu'on fasse un essai pour discuter avec Jean-Yves? On peut essayer, Il se trouve en ce moment dans l'Atlantique et il participe à la course autour du monde lui aussi, enfin à la course avec Jean Tau, avec Tito Alamazou. C'est une grande compétition. On essaie? On essaye. Allez. Jean-Yves Terlin de Côte d'Or, est-ce que tu me reçois? Bon, alors ça marche ou pas là? MSF Côte d'Or, MSF Côte d'Or. Oui, MSF, Denis appelle MSF parce que le bateau de Jean-Yves Terlin est patronné par Médecins sans frontières. Oui, j'aurais dû préciser. Bon, il vous entend? On n'a pas l'air d'avoir grand chose là. Je peux réessayer un petit peu plus tard là. Oui, on entend là quelque chose. Écoutez, en ce moment, je me trouve à la verticale de Terre-Neuve, à peu près à la hauteur des Bermudes. Donc, il nous reste encore une bonne petite semaine de course, car le temps est très défavorable. Il n'y a pas de vent du tout. Nous sommes en plein centre d'un anticyclone. Quand je dis nous, c'est parce que nous sommes quatre pratiquement à égale distance de la ligne d'arrivée. Et je pense qu'à partir de maintenant, le premier qui arrivera, le premier qui touchera du vent, arrivera en tête de ce tour du monde. En quelle position il est, au 139e jour de course. Et ça fait 20 jours que nous avons quitté Rio. Et je pense que l'arrivée sera prévue à Newport le vendredi 8 mai. Où UAP pour Médecins sans frontières achèvera son tour du monde à peu près en 145 jours. Eh ben c'est parfait. Voilà, je vous rappelle que cette aventure était dédiée grâce à l'UAP bien sûr, à Médecins sans frontières, et que pour les aider, si vous avez un coup de cœur pour eux, il faut faire le 3615 MSF sur le Minitel, ou alors si vous n'avez pas de Minitel, il faut faire le 47 07 29 29. Merci. Eh bien, même de Terre-Neuve où il a quelques difficultés apparemment de navigation, je vois que Jean-Yves Terlin n'oublie pas ses sponsors. Donc, Eric Tabarly, une bonne nouvelle, votre frère Patrick vient de gagner le trophée des multicoques à côté d'ici, à la Trinité-sur-Mer. C'est ça, c'est ce qu'on vient d'annoncer. C'est bien. Alors j'espère que vous aussi, vous allez gagner, en tout cas je l'espère pour vous et pour votre équipage. Mais je ne veux pas prendre parti avant le départ pour vous et contre Fellman, mais vous êtes des bons amis. D'ailleurs, grâce à Patrick Montel et à Dominique Merlin, nous allons voir maintenant dans quelles conditions les deux monstres vont s'affronter sur leur grand monocoque de plus de 20 mètres. On regarde leur reportage. C'est lui, le favori numéro 1 de cette transat, Côte d'Or et son pavillon belge, mais à la barre un skipper 100% français, le plus célèbre sans doute, Eric Tabarly. À 55 ans, le double vainqueur de la transat en solitaire n'a rien laissé au hasard. Il pourra en premier lieu compter sur un équipage particulièrement aguerri aux courses au large. Des Français, des Belges, mais aussi un Australien et un Américain. Au total, 18 hommes, sous les ordres du plus expérimenté des capitaines. Et puis, le bateau, bien sûr, le plus long des maxis au départ de la transat, bien rodé par sa course autour du monde l'année passée. Plusieurs milliers de milles parcourus et des aménagements techniques récents pour accroître encore ses performances. Modification de l'emplacement de la quille, allongement du baume par exemple. Tout a été fait donc pour replacer Tabarly sur le chemin de la victoire. Une victoire qui le fuit depuis plusieurs années. Et cette fois, le danger pour Tabarly vient de la Suisse. Derrière Marlboro, le nouveau sponsor, se cache en effet l'ancien UBS de Pierre Fellman. Quelqu'un à l'écoute de grand voile. Le vainqueur de Tabarly, justement, dans la dernière course autour du monde.
Marlboro, c'est le maxi le plus rapide du monde. Il n'a d'ailleurs pas été modifié depuis sa victoire. La structure composite de sa coque lui assure même un poids total plus faible que Côte d'Or pour une longueur sensiblement équivalente, près de 25 mètres. L'équipage, lui aussi, est particulièrement homogène et compétitif. 15 hommes au total, des Suisses bien sûr, mais aussi quelques Français. Marlboro et Côte d'Or, deux monocoques a priori intouchables pour le classement en temps réel. Un duel au sommet sur l'Atlantique pour chercher le successeur de Pierre Follenfant et Jean-François Fontaine, vainqueurs de la dernière édition en 1983. Voilà la présentation des concurrents des deux grands compétiteurs. Eric, nous sommes revenus dans votre Côte d'Or qui fait un petit peu plus de 20 mètres de long, 20 mètres 12. C'est 25 mètres. 25 mètres, c'est énorme. Là, nous sommes devant ce que l'on appelle les bannettes, c'est ça? Oui, ce sont les couchettes. Oui. Alors vous voyez, il y a on peut les régler en fonction de la gîte du bateau pour dormir à peu près droit et pas être viré de la couchette. On dort combien de temps? Les quarts sont de 4 heures, donc on peut faire des repos de 4 heures. Il y a toujours plusieurs hommes toujours prêts à intervenir en cas de danger. Il y a toujours la bordée de quart, oui. Alors là, nous arrivons à un autre compartiment de ce navire, de cette grande embarcation. C'est un compartiment important puisqu'il s'agit de la nourriture. Oui. C'est de la nourriture lyophilisée d'ailleurs, je crois, non? Là, c'est en grande partie, c'est du lyophilisé parce qu'on a un désalinisateur qui nous permet de faire de l'eau douce, donc on n'a pas de problème d'eau. Et en prenant des vivres déshydratés, ça permet donc de gagner beaucoup de poids. Est-ce que vous aimez cette nourriture-là? Je crois savoir, vous n'êtes pas très fan. Je déteste ça. Alors comment vous faites? Je supporte. On va rejoindre quelqu'un que vous connaissez bien, puisque c'est votre second qui a navigué depuis toujours sur ce bateau, sur le Côte d'Or avec vous, Eric. Oui. C'est Luc Evans, qui est belge d'origine, de nationalité. Alors Luc, comment se présente cette compétition, ce Lorient Saint-Pierre-et-Miquelon? Hier, j'ai eu le privilège d'aller avec vous pour faire une sortie, un essai. Ça va? Tout est prêt? Effectivement, on a fait les essais hier, les derniers essais en fait avec la nouvelle grand voile. Et on a vu que, point de vue vitesse, on avait gagné beaucoup avec les modifications et tout ça. Et je crois qu'on a beaucoup de chance pour cette course-ci. Vous pensez que vous serez les vainqueurs? Je ne dirais pas ça, mais par rapport au Tour du Monde, on a quand même contrôlé tout ce qui était possible à bord et on n'a rien laissé au hasard. Et disons, je suis assez optimiste, quoi. Alors ici, on se trouve dans le local où l'on entrepose les voiles. Il y a une énorme quantité de voilures ici. Oui, alors on a 10 spies, on a une dizaine de génois, plus une grand voile de rechange, des Richer et tout ça. On a quand même un bon paquet de voiles à bord. Oui, simplement deux chiffres. Un spi, ça fait combien de surface? Un spi, ça fait 550 mètres carrés. Oui, alors on imagine déplier un appartement de 500 mètres carrés dans un spi. Et une grand voile? Et la grand voile, la nouvelle grand voile fait 160 mètres carrés maintenant. Bon, alors on va faire une manœuvre avec vous pour voir comment ça se passe, avant de découvrir un autre reportage de Patrick Montel et Dominique Merlin sur des jeunes. C'est une initiative très intéressante. Ça se passe d'ailleurs sur le Grundig, qui est le peigne du 6, qui appartient à Eric Tabarly. Ce sont des gens qui n'ont pratiquement jamais fait de voile et qui vont quand même se lancer dans cette belle aventure. Allez, on lance la manœuvre. Je vais vous envoyer un Richer. Là. Alors, allons-y. Polo, t'envoies le Richer, là? Ouais. Voilà, et pendant que la manœuvre se fait, vous allez donc découvrir le reportage de Patrick Montel et Dominique Merlin. L'équipage le plus insolite sur le bateau le plus prestigieux, le Penduic 6 d'Eric Tabarly, vainqueur de la Transat anglaise en 1976, rebaptisé aujourd'hui Challenge Grundig. Sur ce glorieux vétéran des mers, un équipage choisi par un jury parmi 50 dossiers proposés par la Fédération française de voile. Alors c'est des gens qui ne se connaissent pas du tout, que moi je ne connais pas non plus, et qui ne connaissent pas non plus le bateau, puisque certains sont arrivés hier soir. Donc je pense qu'ils enverront le SPI pour la première fois sur la ligne de départ. Je pense qu'on risque de rigoler des fois, oui. Résultat, une préparation approximative, un manque d'expérience pour la plupart, mais un handicap compensé par une motivation extraordinaire. J'ai été pratiquement sûr de ne pas être pris parce que j'ai pratiquement aucun vécu voile. Et j'ai été pris grâce à ma
profession. Enfin, je suis étudiant en médecine, je suis en fin de 6e année. Je pense que c'est un peu ici tous nos qualités humaines, disons, qui vont nous aider. Notre habitude aussi de naviguer, souvent avec des gens qu'on ne connaît pas aussi. Alors justement, qu'est-ce que vous en pensez là de vos camarades que vous connaissez depuis quelques jours? J'en pense que du bien, c'est vraiment super jusque-là. Et le fait d'être sur le bateau d'Éric Tabarly, est-ce que ça vous parle quand même? Disons que quand j'étais môme, que j'écoutais la radio, que je regardais la télévision, c'était mon rêve, alors bon, on verra bien. Votre rêve, je suis en train de le réaliser, je suis à la barre du Côte d'Or, à côté d'Éric bien sûr, et de Pierre Fellman qui lui a son bateau Marlborough derrière. Est-ce que vous êtes confiant vous aussi, Pierre? Est-ce que vous n'avez pas trop peur de ce grand monstre des mers qui s'appelle Éric Tabarly? Non, Éric, j'ai pas trop peur de lui, maintenant il a un bateau plus rapide, donc on va devoir naviguer très très vite pour aller plus vite que lui. Est-ce que vous avez autant d'hommes d'équipage que lui? Nous on est 16, je crois qu'ils partent à 16, 17. Quels sont à votre avis les avantages de votre bateau par rapport au sien? On est un petit peu plus léger, et au retour je crois que Marlborough est un petit peu plus manœuvrant dans la piole. Ce qui fait qu'au retour, j'ai aucun souci. Bon, mais de toute façon, ça se terminera quand même très bien que l'un ou l'autre gagne, puisque vous resterez des amis et des amoureux de la mer. Eh bien, je crois que cette édition est maintenant terminée, parce que nous sommes parvenus au terme de notre journal. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. C'était un magazine Un samedi chez vous, qui avait été réalisé par Pierre Rosselin, préparé par Isabelle Gauthier et par Alain Ranger. Je vous donne rendez-vous demain à 13 h, dimanche, des studios de Montaigne. Mais le prochain rendez-vous de la rédaction, c'est à 20 h avec Bernard Rapp. Au revoir et à demain.